Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être présents à cette table ronde, donc qui est apparemment la première table ronde de ces Rendez-vous Carnot édition 2022, et donc on a saisi cette opportunité pour aborder une thématique qui est centrale pour nos Carnots qui s'intéressent davantage au partenariat avec les industriels des filières agri-agro. Et pour le coup, nous avons repris comme intitulé de cette table ronde celui de la stratégie d'accélération système agricole et alimentaire durable, et autour des enjeux de recherche, développement et d'innovation pour la transition agroécologique, donc mise en œuvre notamment dans le cadre du PIA 4, France Relance, et pour lesquels il y a une dynamique très importante de recherche publique, mais également de recherche privée. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de transition agroécologique dans le cadre de partenariats public-privé? Parce que pour nous, pour nos Carnots, nous considérons que c'est le creuset de projets de recherche en partenariat public-privé et de création de connaissances particulièrement stratégiques. Donc d'abord, c'est quoi la transition agroécologique? Elle contribue à diminuer la dépendance des systèmes agri-alimentaires aux intrants chimiques de synthèse, donc en s'appuyant davantage sur le fonctionnement biologique et écologique des agroécosystèmes, donc pour préserver leur santé globale. Donc cette transition agroécologique s'appuie sur trois piliers. D'une part, la diversité biologique et fonctionnelle, la mobilisation, en deuxièmement, des régulations naturelles et le bouclage des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le recyclage, le cycling des éléments nutritifs à l'échelle d'un système. Donc ce changement de paradigme, il requiert de nouvelles connaissances et le développement d'innovations de manière massive. Cette dynamique structurante, elle peut s'appuyer sur les compétences des Carnots, en particulier Plante tout Pro, donc l'Institut Carnot des productions végétales, ainsi que celui d'AgriFood Transition, donc, dont une représentante participera et s'exprimera pendant cette table ronde. Donc, nous illustrerons les dynamiques de recherche partenariale induites par cette transition sur la thématique de la santé globale des plantes. Donc, dans ce contexte, les stratégies de biocontrôle et de biostimulation exploitent les régulations naturelles pour contribuer au bon développement de la plante et l'aider à lutter contre les attaques des bioagresseurs. Donc cette approche induit un changement profond dans les stratégies de protection et de gestion de la santé des cultures, en passant en particulier d'une logique curative, donc il y a un symptôme, on traite avec un produit phytosanitaire, à une logique préventive qui conduit à repenser l'ensemble des outils que l'on met à disposition des agriculteurs et des filières donc pour gérer la santé des cultures. Elle suscite également, donc, cette approche innovante, la combinaison originale de leviers biotechniques, c'est-à-dire des différentes disciplines scientifiques, et qui est permise, cette combinaison, par nos instituts Carnot. Donc concrètement, quelles sont les dynamiques de recherche partenariale sur cette thématique du biocontrôle et de la biostimulation, pardon. Donc c'est l'objet de notre table ronde. Pour cette table ronde, donc j'ai le plaisir d'accueillir trois participants qui sont là autour de la table. Donc, premièrement, je vais présenter Nathalie Arzik, donc, qui est responsable scientifique chez Serience. Donc, Nathalie. Bonjour. À côté de Nathalie Arzik, Marie Turner, responsable recherche et développement qualité et semences des plantes chez Vegenov, qui est une des composantes de l'Institut Carnot AgriFood Transition. Voilà, Marie. Et Régis Berthelot, donc responsable Bonjour. Innovation et transfert chez Arvalis Institut Végétal, mais également animateur du RMT Biostim, si je ne dis pas de bêtises. Bestim, RMT Bestim avec Marie qu'on co-anime. Voilà. Qui est également une co-tutelle de l'Institut Carnot Plante tout Pro. Et donc pour animer cette table ronde, donc moi-même, Rémi Caliat, donc directeur de l'Institut Carnot Plante tout Pro. Donc pour débuter cet échange, et pour éviter que je passe les 30 minutes à parler, les solutions de biocontrôle pour la protection des cultures et les solutions de biostimulation, donc qui renforcent la santé des plantes, constituent un marché en fort développement. Hop là. Tac. Donc ça, c'était la présentation. Donc le biocontrôle, c'est 11% actuellement du marché de la protection des plantes.
Ce chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à près de 217 millions d'euros, soit une hausse de 8,5% par rapport à 2018, et l'IBMA, qui rassemble l'ensemble des entreprises positionnées sur cette filière industrielle, vise 30% du marché en 2030, donc en substitution en particulier des produits, des intrants chimiques de synthèse. Donc les parts de marché ici sur les différentes catégories de produits de biocontrôle vous sont présentées, tout ça pour illustrer le fait que ça représente une forte diversité de produits, d'approches, et également un marché en développement. Ces développements, néanmoins, font face à de nombreux challenges, dont le premier est la question de leur efficacité. Donc, c'est sur cette question qu'on va en particulier débuter notre échange. Et pour cela, j'aimerais en premier lieu interroger donc, un industriel positionné donc, sur la création, la production et la commercialisation de produits de biocontrôle, donc Serience. Quels sont aujourd'hui les challenges auxquels vous êtes confrontés, Serience, donc en tant qu'entreprise, et quels sont vos besoins en termes d'interaction vis-à-vis de la recherche publique? Merci Rémi. Donc Serience, c'est une entreprise qui est un semencier, un sélectionneur en création variétale et aussi un metteur en marché et développeur de produits de biocontrôle. Nous travaillons sur des produits qui sont à base de substances naturelles et qui sont essentiellement des stimulateurs de défense des plantes. Donc pour ce qui est des challenges, on va, je pense, les déployer après, mais c'est toutes les problématiques autour du passage du concept à l'efficacité au champ, où là, on est quand même sur des produits qui ne sont pas faciles à travailler. Comme nous, on est sur des substances naturelles, il peut y avoir aussi des problématiques de conservation. On n'est pas sur les macro- ou micro-organismes qui sont d'autres problématiques. Et pour ce qui est de nos relations avec la recherche publique, on a cette petite particularité pour un industriel qui fait du développement de ces produits, c'est qu'on n'a pas toute la chaîne de R&D internalisée dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on a besoin des partenaires publics, que ce soit pour du sourcing ou alors pour du développement. En général, quand on fait du sourcing, c'est du transfert d'innovation, de la comaturation. Là, il y a une interaction très forte entre les deux partenaires. Et quand on est dans le développement, l'étude des modes d'action, on est peut-être un petit peu moins en partenariat, plus en prestation, mais c'est des volets de connaissances dont on a besoin, qui sont indispensables pour connaître les modes d'action, donc qui maintenant, d'un point de vue réglementaire, vont être de plus en plus importants pour l'autorisation de mise en marché des produits. Et c'est aussi des éléments nécessaires pour juste l'élaboration du produit et connaître ses freins d'action, ses barrières d'action. Donc voilà, c'est essentiellement là qu'on a nos interactions avec la recherche publique, mais c'est aussi, après, une fois qu'on a un produit, le produit n'est pas figé, peut aussi être amélioré. Et donc là aussi, on a des interactions avec la recherche publique. Merci beaucoup Nathalie. Et en particulier cette question d'efficacité, les produits, les solutions de biocontrôle sont souvent développées en premier lieu en laboratoire. Leur efficacité, comment est-elle démontrée? Est-ce que vous avez vous-même les outils pour pouvoir évaluer cette efficacité en laboratoire? Et ensuite, comment vous passez du laboratoire finalement à l'application en production? Eh bien, le laboratoire, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on fait en interaction avec la recherche publique. Après, nous, on a la capacité à faire des études au champ, que ce soit en micro-parcelles, en plus grandes parcelles, ou même dans des systèmes chez les agriculteurs directement. C'est quelque chose auquel on est attaché. Mais vraiment, le besoin de connaissances méthodologiques est fondamental sur les modes d'action. Et donc, ces premières étapes en laboratoire sont faites en partenariat. Donc ces partenariats sont notamment mis en œuvre en lien avec un laboratoire comme VGnov. Donc Marie, peux-tu nous dire les approches que vous développez, les outils que vous utilisez, que vous mettez à disposition des entreprises pour évaluer en particulier l'efficacité et le mode d'action de ces solutions de biocontrôle?
Oui, alors donc nous on travaille dans les conditions contrôlées, parce qu'effectivement c'est vrai que dans les phases de recherche, ça va du laboratoire jusqu'au terrain, et il y a un besoin voilà, de changement d'échelle et d'interaction avec le terrain. Donc nous on est au niveau de la condition contrôlée. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on a des protocoles. Donc avec, par exemple sur le volet biocontrôle, on va travailler sur différents types de maladies. Et donc on va être capable avec des témoins, parce que c'est toujours important d'avoir une construction scientifique rigoureuse des dispositifs. Donc on a des témoins qui sont non traités, des témoins qui sont inoculés ou non inoculés. Et on va pouvoir comparer du coup l'efficacité de produits. Alors on peut travailler sur différentes doses, différents positionnements, différentes formulations. Il y a un nombre de paramètres qu'on peut faire varier, des modes d'application aussi. Donc où on va pouvoir du coup évaluer l'efficacité du coût de protection des produits sur différentes maladies. Donc nous à VGenève on travaille beaucoup sur le maraîchage et les grandes cultures notamment. Donc on va travailler aussi bien sur le botrytis de la tomate, la septeuse du blé, enfin ça peut être différents types de systèmes en fonction des besoins. Voilà. Donc ça c'est sur le volet biocontrôle, donc maladie. On parle beaucoup biocontrôle. Il y a également le volet biostimulant sur lequel on travaille, donc où là on est plus sur la question des stress abiotiques qui sont aussi très importantes. Hein. On veut notamment dans les contextes de changement climatique. Également la partie qualité aussi des productions. Donc voilà, donc on a différents protocoles et donc on va travailler à chaque fois dans les partenariats avec les industriels pour vraiment bien comprendre leurs besoins, bien comprendre leurs produits et voir comment est-ce qu'on peut du coup répondre à ces besoins sur l'efficacité et aussi la compréhension du mode d'action qui est un volet très complexe pour ce type de produit puisqu'on a rarement, enfin un mode d'action c'est pas aussi simple que voilà, un produit phytosanitaire conventionnel, on sait, voilà, il va inhiber tel bois biochimique, c'est assez bien décrit. Souvent, les modes d'action des produits comme des micro-organismes ou des substances naturelles, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça nécessite des études approfondies, voilà, on va dire, pour bien comprendre. Et donc cette question du changement d'échelle, quand on arrive à démontrer l'efficacité partielle ou totale d'un produit en laboratoire, son passage à l'échelle réelle, notamment de production en plein champ, voilà, quel défi, quel challenge cela représente-t-il aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'ensemble des outils côté recherche publique, d'une part, donc est-ce que Marie ou Régis pouvaient parler de ce qui se fait notamment dans un projet piloté par l'ACTA, donc la tête de réseau des instituts techniques, qui est le projet ABAPIC, donc accélération du biocontrôle et des agroéquipements pour la protection intégrée des cultures. Oui, Régis, pour porter cette question de changement d'échelle. Moi, je commence, tu compléteras. Donc, dans le projet ABAPIC, en fait, alors, pour répondre à ta question, non, on n'a malheureusement pas encore du tout tous les outils, parce que c'est assez complexe. Ce qu'on a essayé de faire dans ce projet-là, c'est d'aborder différentes questions qui peuvent aider justement à bien préparer l'intégration des produits. Donc, par exemple, sur le volet micro-organismes, on se pose la question de comment est-ce qu'on les détecte, comment est-ce qu'on sait s'ils sont vivants ou pas. Parce que quand on applique un micro-organisme, très vite, s'il arrive sur les feuilles et qu'il meurt au bout d'une demi-heure, on peut croire que le produit est efficace. En fait, le micro-organisme, en fait, il est juste mort. Donc ça, c'est important à bien prendre en compte. On a aussi toute une partie sur la physiologie des plantes, où on va essayer de comprendre l'état physiologique de la plante. Est-ce qu'elle est suffisamment réceptive ou pas aux produits. Enfin, donc des questions sur des facteurs abiotiques qui peuvent influencer aussi l'efficacité des plantes. Et après, on a toute une partie sur le volet équipement, mais qu'on abordera après. Si tu veux compléter, Régis, je te laisse prendre la parole. Ouais. Donc, Régis Berthelot, Arvalis. Donc, Arvalis, on a un institut technique. Nous, on est plutôt sur les filières grandes cultures et notamment tout ce qui est céréales, pommes de terre, maïs. Notre travail, c'est un peu de labo, mais beaucoup de champs. Donc, nous, on est beaucoup au champ. Et effectivement, comme dit Marie, on essaye d'avoir un continuum entre ce qui se fait au labo et ce qui se fait au champ. Donc, ça passe notamment par des expérimentations on va dire analytique, toutes choses égales par ailleurs, sur des micro-parcelles. Et ce qu'on essaye, nous aussi, c'est de pousser ce continuum encore un petit peu plus loin sur des parcelles qui peuvent être des expérimentations en bande, voire des expérimentations en système de culture. C'est important parce que sur les produits, notamment de biocontrôle, ce continuum, il n'est pas linéaire. Il faut souvent faire des allers-retours entre le labo et le champ. Donc ça veut dire que nous, on doit être au courant des
technologie analytique des labos, on doit savoir de quoi on parle, et puis on doit pouvoir dialoguer pour dire bah là, nous, enfin, ce que vous avez vu au labo, nous on ne le voit pas au champ, ou on le voit beaucoup moins bien, et trouver des facteurs explicatifs qui peuvent être sur des variétés, qui peuvent être vraiment multiples. Et donc c'est vraiment des choses, enfin sur le biocontrôle, ce continuum, il est chaotique. Sur la biostimulation, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a même pas de continuum. Enfin, il y a des choses qu'on voit au labo qu'on ne voit pas du tout au champ et inversement. Donc, c'est vraiment... Et aujourd'hui, pour que ce continuum soit moins chaotique ou qu'il existe pour la biostimulation, vous êtes confronté à des verrous scientifiques ou technologiques spécifiques, des verrous cognitifs. Est-ce qu'il manque des technologies habilitantes particulières qui pourraient nous permettre de progresser rapidement sur cet enjeu ? Alors, je vais tenter un élément de première réponse. Oui, on a plein de verrous. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Le premier, ça va être sur des connaissances fines, soit des agents de biocontrôle, soit des biostimulants. Je dis fins parce que quand on veut voir si un agent est présent sur une plante ou dans un sol, il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir le connaître. Il faut savoir si au bout de 3 jours, il est toujours là ou si c'est un métabolite qu'il a laissé et qui est actif. Et ça, parfois, on ne le sait même pas. Donc, c'est pas facile de le comprendre. Donc on va avoir, la connaissance, 2, peut-être les méthodologies qui aujourd'hui on progresse, mais il y a encore des progrès énormes à faire, enfin en termes de PCR. Je pense qu'on est qu'au début en termes de prélèvement. Et puis ensuite, nous on a au niveau du champ, on a ce qu'on appelle c'est du multicritère, donc il faut pouvoir analyser quelle est la part, par exemple, si ça marche sur une variété et moins sur une autre, pourquoi ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est du génétique ? Quand on passe au champ, on va avoir un stress thermique ou un stress azoté. Est-ce que ça va venir en compétition ou au contraire en complémentaire de l'agent de biocontrôle? Et ça, aujourd'hui, on sait très peu le faire. Donc, on essaye de plus en plus d'avoir des approches un petit peu factorielles et surtout, on essaye de progresser de front, c'est-à-dire de mieux comprendre l'analytique et en même temps le systémique. C'est-à-dire, au départ, on se dit on va super bien comprendre comment ça se passe au labo et puis après, on ira au champ, puis après, on ira dans le système. Mais là, on se dit finalement, on va essayer les 3 en même temps. Et puis comme ça, si on avance, on avancera au moins les trois homogènes. Il y a des enjeux importants d'acquisition de connaissances sur le volet biologique, fonctionnement biologique et les interactions entre les différents volets, les différentes dimensions biologiques, donc la solution de biocontrôle et le peuplement cultivé et comment il interagit avec son environnement. Sur le volet plus technologique qui peut-être intéressera une grande partie de l'auditoire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des verrous technologiques pour finalement suivre le déploiement de ces solutions de biocontrôle lorsqu'on les applique en plein champ, donc pour maximiser leur efficacité. Donc je crois que Nathalie, tu as évoqué la question de la viabilité. Il faut que quand on applique une solution de biocontrôle sur une parcelle, il faut qu'elle soit encore vivante sur la parcelle pour pouvoir agir. Ce premier point-là. La question de à quel moment est-ce qu'on doit l'appliquer dans une phase de développement d'une maladie, quels sont les enjeux en termes d'épidémiosurveillance sur un bioagresseur en particulier et quels outils vous avez besoin. Et un point, je crois que tu as évoqué, Marie, à un moment donné, c'est notamment en lien avec l'épidémiosurveillance, et je crois que c'est quelque chose que tu travailles dans le projet ABAPIC, le suivi de l'émergence de maladies, notamment avec des capteurs, avec des dispositifs positionnés à la parcelle qui permettent d'une certaine manière d'automatiser la détection de l'apparition d'une maladie. Alors, c'est pas forcément automatisé, mais en tout cas, c'est pour mieux comprendre les dynamiques de population. Donc, c'est des capteurs de spores, donc ils vont capter les spores ambiants dans l'air. Et en fait, ce qui est intéressant dans le cas du projet ABAPIC, c'est qu'on était plusieurs partenaires à travailler ces thématiques-là, mais de manière indépendante. Et en fait, il existe déjà beaucoup de capteurs différents, avec différentes technos, parce qu'en fonction de comment on capte, de comment est-ce qu'on détecte après le micro-organisme, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre en compte. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu du coup vraiment mettre en commun nos connaissances historiques sur nos différents capteurs, les différentes manières de procéder au niveau de l'analyse et faire des échanges vraiment d'expériences par rapport à ça pour progresser donc dans la captation des spores, donc avec différents types de dispositifs. Donc ça c'est vrai que pour ce projet, à BAPIC, c'était très intéressant de travailler justement en interfilière, puisqu'on voit qu'en fait on essaie chacun d'avancer
dans notre filière, dans nos conditions, et c'est toujours plus enrichissant quand on peut vraiment échanger et capitaliser justement sur l'expérience de chacun. Voilà. Sur ces questions de combinaison finalement de ce que nous on est capable d'apporter en termes de connaissances sur la biologie et sur le développement de nouvelles solutions versus les besoins en termes de compétences plus technologiques sur des capteurs pour l'épidémiosurveillance, sur des machines pour appliquer. Est-ce que, Nathalie, côté Serience, vous avez l'expérience d'interaction, en tout cas de verrous technologiques auxquels vous avez été confrontés pour améliorer l'application et l'efficacité des solutions de biocontrôle que vous développez? Oui, et je rebondirai un petit peu sur ces aspects épidémiosurveillance, mais je voulais aussi souligner que si on a vraiment besoin d'accompagnement sur le déploiement des produits de biocontrôle, c'est que ce ne sont pas des produits faciles à appliquer en termes d'efficacité, en termes d'assurance du résultat par l'agriculteur. Donc il faut aider l'agriculteur, il faut lui donner tous les moyens pour lever ces verrous, parce que comme tout le monde, l'agriculteur a un peu d'aversion au risque, et c'est quand même un risque important lorsqu'on passe d'un produit monotâche efficace à un ensemble de solutions plus complexes. Donc nous, on a travaillé sur des produits, comme je disais en première partie, des stimulateurs de défense naturelle. Bon, c'était sur la vigne, donc ce n'est pas des produits faciles, c'est un peu du vaccin de plante, ou du stimulation de l'immunité de la plante. Donc pour ça, il faut se mettre dans les meilleures conditions et donc être placé, le produit, très peu de temps avant que l'épidémie, la maladie va apparaître. Donc ça veut dire que nous, on s'est posé la question de comment monitorer cette thématique-là avec des modèles de croissance des plantes, des modèles et des capteurs dans les parcelles et des stations météo pour mesurer des paramètres abiotiques, température, humidité, faire de la modélisation pour faire un peu un avertissement sur le fait que la maladie peut arriver ou pas. Et sur ces aspects numériques qui sont à la fois du numérique du côté plante aussi, sur les modèles de culture, de développement des plantes, et du numérique autour de tout ce qui est autour des maladies, on est dans un champ de compétences que nous, on n'a pas et pour lequel il faut développer des interactions certaines. Régis, sur le volet adaptation des leviers agronomiques dans les systèmes de culture, notamment la question de la conduite des paysages agricoles pour maximiser l'efficacité des solutions de biocontrôle. Ce sont des approches que vous développez, vous, côté Arvalis, en tout cas que vous cherchez à évaluer, côté Arvalis ou côté RMT Best Team. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapidement sur ce volet-là, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr. Alors c'est des approches plutôt systémiques. L'approche paysagère, on la travaille un petit peu au sein d'Arvalis, mais disons, c'est plus sur des aspects effectivement de préservation de la biodiversité, donc des services rendus par la biodiversité. On ne fait pas encore le lien avec les solutions de biocontrôle qu'on applique quand même, on n'en est pas là, mais par contre on s'intéresse à quand on applique une solution de biocontrôle. Alors là, on est d'accord, on est plutôt sur des solutions qui sont aujourd'hui homologuées, disponibles, parce qu'on va travailler sur des systèmes de culture, donc plutôt pas des champs expérimentaux. Là, on a besoin de produits, on va dire, de produits autorisés. Et là, on va avoir, on a des systèmes donc, qui sont quand même des expérimentations en termes de systèmes de culture. Donc, on a 5 plateformes en France. Et puis autour, on va avoir des réseaux d'agriculteurs avec lesquels on va pouvoir travailler justement sur ces systèmes. Et l'enjeu, là, aujourd'hui, il est probablement de plus porter l'accent sur, justement, le travail avec ces agriculteurs, en conditions agriculteurs, avec ce qu'on appelle de l'on-farm experimentation, c'est-à-dire peut-être des essais en bande, des essais chez les agriculteurs, avec un petit peu une espèce de méthodologie simplifiée, mais pour quand même avoir accès à de l'information. Donc on a vraiment tous les niveaux, on a la micro-parcelle, on a de l'expérimentation système qui a ses limites, mais qui avance bien, et puis derrière, on voudrait aller jusqu'à l'on-farm experimentation, même si aujourd'hui c'est que le départ, et on voudrait mettre aussi l'apport de la modélisation, c'est-à-dire quand on modélise le développement d'une plante, on peut aussi modéliser la maladie, donc on peut modéliser le développement optimum de la maladie, et puis quand
quand on compare ce développement optimum par rapport à ce qu'il y a sur le terrain entre la plante, eh ben on peut avoir des facteurs explicatifs. Et du coup, c'est d'avoir une explication par rapport à un optimum de développement d'une plante et qu'est-ce qui a pu freiner cet optimum. Et là, du coup, ne rechercher que ces facteurs. Et du coup, évidemment, quand on le croise avec de l'application de solutions de type biocontrôle, ça permet de voir un petit peu une efficacité théorique, enfin, ou rapporter l'efficacité réelle qu'on voit par rapport à si tout s'était bien passé, où on est. Donc on peut prendre en compte des effets, on va dire des efficacités partielles qui aujourd'hui sont quand même des revendications du biocontrôle, c'est-à-dire ça marche moins fort que des produits classiques, mais ça marche quand même. Mais par contre, c'est comment on le mesure, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de dire ça marche à 20%, à 30%, à 40%, et comment on le combine. Voilà. C'est bien tout l'enjeu sur ces solutions qui ont des effets partiels qu'on essaie de cumuler, on essaie d'avoir des approches complémentaires pour maximiser l'effet donc sur la santé des cultures, dans un objectif donc de réduction des intrants chimiques de synthèse pour répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Donc on ne vous l'a pas présenté, mais on a une gamme de dispositifs qui sont à la disposition des filières et des industriels qui permettent d'évaluer ces solutions de biocontrôle et de biostimulation. Sur cette diapositive, des éléments relatifs à un dispositif spécifiquement adapté à la viticulture avec la plateforme Biocontrol to Grape, donc, qui est un dispositif pour évaluer l'efficacité des solutions de biocontrôle, tout comme une autre plateforme que nous avons sur l'UMR Sophia Antipolis, la plateforme PlanteBios, qui permet de sélectionner, d'acclimater et également d'évaluer l'efficacité de solutions de biocontrôle, notamment des micro-organismes, des parasitoïdes. Donc on va passer très rapidement donc, à la conclusion, je crois, parce qu'on arrive au terme de cette présentation. Donc l'enjeu autour de la combinaison des approches pour faire émerger des solutions originales et innovantes réclame d'avoir accès donc, à une gamme de compétences diversifiées. Et c'est bien là que se positionne un Institut Carnot dans sa capacité à aller chercher et combiner dans le périmètre de ses compétences les différentes disciplines et les différentes approches requises pour répondre aux enjeux que pose le développement en particulier des solutions de biocontrôle et de biostimulation du fait de leur efficacité, de leur effet partiel tel qu'on les constate aujourd'hui. Donc avant de remercier mes trois intervenants, si vous avez éventuellement, on a je crois 2-3 minutes pour des questions et des réactions de la part des participants, de votre part. Il y a un micro qui circule. Bonjour. Concernant la conduite des paysages agricoles, moi ce qui m'intéresse c'est par rapport à l'évolution potentielle de la politique agricole commune par rapport au modèle agricole sur les grandes surfaces, l'intégration aujourd'hui, la réintégration des bocages, la disparition de la notion de remembrement. C'est comment vous avez fait évoluer justement vos politiques de recherche et développement pour réintégrer ces éléments et comment le monde agricole, qui peut parfois être un petit peu rétif à un changement de modèle, vous perçoit et comment vous travaillez au quotidien sur les expérimentations, aussi bien avec les lycées agricoles que les coopératives ou les exploitants qui sont dans un modèle assez industriel. Régis, tu veux... Ok, alors par contre, on est assez loin quand même du biocontrôle ou de la biostimulation. Non, mais ces éléments participent d'un changement de modèle. Oui. Et l'utilisateur final peut présenter, sur des acteurs que je peux connaître, parfois plus de la circonspection. Je vais débuter, tu compléteras. Il y a un élément... Alors, finalement, vous vous rendez compte qu'on est quand même dans une gamme de possibles et de conditions de situation qui sont de plus en plus diversifiées. Donc on est dans un monde complexe. On ne dit pas que c'est compliqué, mais c'est complexe et il faut pouvoir aborder cette complexité. Et aujourd'hui, finalement, on est en train de faire évoluer nos outils d'évaluation des différentes pratiques que l'on met en œuvre dans une approche multicritère. Donc on essaie d'évaluer sous différentes dimensions l'efficacité et la performance des solutions. C'est pour démultiplier notre capacité à évaluer, c'est de dépasser l'évaluation au champ, de dépasser l'évaluation en conditions contrôlées et d'aller réaliser des expérimentations jusqu'à chez les agriculteurs pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins, acquérir plus de références. C'est ce qu'on appelle le on-farm experiment et qui réclame finalement d'être
outillés, à la fois en termes de capteurs, de capacité de suivi, mais également de capacité à collecter des quantités de données très importantes, à qualifier ces données-là et ensuite à développer des modèles qui permettent de tirer finalement, dans des conditions particulières, des réponses génériques qui se traduiront ensuite en solutions et en préconisations pour l'agriculteur, pour le producteur. Donc, ça se traduit chez les entreprises notamment, et Nathalie peut en parler, par le développement d'outils d'aide à la décision, qui sont des outils numériques qui s'appuient sur des modèles qui tournent grâce à des grandes quantités de données que l'on acquiert. Et pour ça, on a besoin de compétences, pour le coup, à la fois sur les capteurs, sur les modèles, également sur l'intelligence artificielle, le deep learning, pour pouvoir injecter ces compétences-là au service des enjeux que vous évoquez. Il y avait une autre question, je crois, si on a le temps. Oui. Oui, enfin, j'ai pas de questions supplémentaires. La personne qui a parlé avant était sur le même sujet que celui que je voulais aborder. Donc, en fait, à la question de l'accompagnement global d'un changement de paradigme pour l'agriculture qui intègre finalement des nouveaux éléments comme ceux que vous présentez aujourd'hui, je comprends aujourd'hui que vous répondez par la technique. En fait, il faut rassurer l'agriculteur et son environnement technique par des informations techniques qui lui permettent d'appréhender le changement. La question, je pense, portait aussi sur l'accompagnement global au changement de l'agriculteur, c'est-à-dire le changement d'état d'esprit, peut-être de manière de penser, de la manière de considérer ces systèmes. Comment est-ce que les instituts, au-delà de la technique, accompagnent globalement le changement chez l'agriculteur ? Bon, alors, je vais juste dire un mot. Hein. Donc là, on est effectivement sur des changements beaucoup plus globaux, hein, qui sont bien plus larges que les biocontrôles ou les biostimulants. Nous, alors modestement, on essaye d'y contribuer. Vous parliez de paysage, donc on essaye d'avoir des notations de paysage déjà. Alors c'est pas grand-chose, mais ça permet de dire, par exemple, une haie, toutes les haies ne se valent pas. Hein. Donc on essaye avec les observations qu'on a pu faire, les observations d'abondance de biodiversité, mais aussi de diversité, hein, puisque il peut y avoir des choses peu abondantes mais très variées, et puis d'autres qui sont très abondantes mais avec peu de variations. Donc ça, on essaye d'en tenir compte et on essaye de les intégrer, alors là plus sur des approches systémiques mais aussi territoriales, parce que très souvent quand on va parler de paysage ou des choses comme ça, on va être sur des territoires. Donc là on va retomber sur des enjeux qui sont quand même plus globaux, notamment avec des acteurs de territoire, des enjeux sociétaux, et là on va être vraiment sur comment l'agriculteur lui va se retrouver dans son territoire pour avoir une activité économique parmi d'autres activités. Et donc là et nous on essaye modestement, Institut Technique, d'y apporter quelques éléments techniques, donc des descriptions de paysages. On essaye, notre métier c'est quand même la technique, donc peut-être qu'on s'y raccroche trop, mais en tout cas on essaye au moins d'avoir des notations objectives là-dessus. Voilà. Juste pour compléter. Oui, Marie, Nathalie. Non, c'est que nous, alors directement à Genève, on ne travaille pas là-dessus parce qu'on est sur des conditions contrôlées, mais on a des partenaires sur le terrain qui travaillent notamment sur tout ce qui est plantes de service et les auxiliaires de culture. C'est que là, on a parlé biocontrôle. Plutôt côté micro, il y a tout le volet macro-organisme aussi qui aide dans cette lutte biologique globale. Et donc c'est là effectivement où l'apport des bocages et des plantes de service a tout son importance justement pour travailler sur une écologie au sens complet, on va dire, de l'écosystème, quoi, pour compléter. C'était un peu l'aspect que je voulais mettre en exergue aussi, c'est qu'effectivement, toutes les réponses ne sont pas techniques. Il y a aussi des réponses dans l'accompagnement des systèmes de culture, dans la modification des itinéraires techniques. Et une des solutions peut être ce qu'on appelle les plantes de service. C'est un champ de compétences assez large. Enfin, ce sont des nouvelles façons de sélectionner les variétés aussi. Il y a au niveau du catalogue français une rubrique spéciale et une commission intersection spéciale sur ces plantes de service. Donc c'est des plantes qui vont apporter un service de pollinisation, un service de contrôle de certains ravageurs, contrôle de nématodes par exemple, de rupture des cycles parasitaires dans les rotations. Donc, et les coopératives ou les distributeurs accompagnent aussi les agriculteurs dans ce sont de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de travailler. Il faut aussi effectivement de l'accompagnement dès la formation des futurs agriculteurs. Donc en fait, on est tous main dans la main dans le même bateau et on avance vers ces nouveaux systèmes de culture. Et je pense que globalement, pour faire moi référence à la coopérative dans laquelle je travaille, ce sont des
ça fait partie des politiques, des valeurs de l'agriculture, de la coopérative. C'est apporter un retour financier aux agriculteurs adhérents, mais c'est aussi avoir des changements importants dans les pratiques agricoles pour de toute façon répondre aux défis auxquels on est confronté, qui sont le changement climatique, qui sont avoir de la résilience dans les systèmes agricoles de façon certaine. Et donc pour conclure, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Et pour répondre à votre question, effectivement, à vos questions, notre objectif, c'est intégrer l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition, depuis la génétique. Donc pour la protection des cultures, ce seront les gènes de résistance, en particulier aux maladies, aux bioagresseurs, les solutions de protection et nutrition des plantes avec des leviers agronomiques comme les plantes de service qu'a évoqué Nathalie. Et pour intégrer l'ensemble de ces leviers biotechniques, comment les technologies, notamment technologies du numérique et les agroéquipements, peuvent nous permettre de faire émerger des solutions opérationnelles au service de la durabilité des exploitations agricoles. Merci beaucoup à nos trois intervenants et vous pouvez les applaudir. Et puis merci pour votre attention.